François Bon, les carnets. Alors c'est un tel plaisir là de naviguer dans ce continent des 5 ans de nouvelles 1950-1956 de Philip K. Dick que juste pour se faire du bien. Ouais, en ce moment j'ai besoin de me faire du bien, donc je vais lire une autre nouvelle de Philip K. Dick. Et des fois je me dis que ce serait bien de faire que ça tous les jours, le lire là, une par jour pendant un mois, puis après tu regardes, oh ouais, ça va mieux dehors, peut-être ça ira pas mieux pour autant. Allez, on y va. Je mets ça, c'est la concentration. Alors, c'est un texte écrit en 1952, relativement bref aussi. On est plutôt dans les 6 pages. Il y en a qui me disent que c'est bien d'avoir comme si c'était de l'ASMR. Alors, on va se faire un peu d'ASMR, là. On va tous entendre les chuchotements, les trucs. Et c'est un texte qui s'appelle L'homme sacrifié. C'est ce qui m'a attiré. Il y a souvent homme dans les titres, comme ça. Qu'est-ce que c'est, cet homme-là? Mais le sacrifice, depuis Iphigénie ou Ajax dans les tragédies grecques, c'est une fonction importante, évidemment, rituelle, évidemment, dès lors qu'on entre aussi dans les strates plus anciennes de nos sociétés. Et c'est quoi aujourd'hui, cette instance sacrificielle? Et je dis, tiens, Philip K. Dick, 52, tu vois, il a 23 ans, qu'est-ce qu'il va faire là dans la question du sacrifice? Et puis tu te trouves dans un monde où c'est cette relation de l'humain au non-humain qui finalement va devenir le thème. Elle est très curieuse, mais un petit peu mal à l'aise. Bon, mais précisément, est-ce que c'est pas ça qui nous relie sur le fond à la littérature? Alors par contre, donc la traduction de l'anglais anonyme, donc ça a été publié en France dans, je sais pas où c'est marqué, mais en anglais, donc ça a été publié en juillet 1953, toujours dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction, et donc la première traduction française a été reprise et révisée par Hélène Collomb, qui est en charge de ce volume, vraiment un régal. Et le titre anglais, par contre, c'était Expandable, qui peut être augmenté, extensible. Mais bon, aujourd'hui, tu mettrais extensible dans un titre. Je vous laisse avec ça. Est-ce que moi, j'aurais choisi donc, de transférer extensible par expandable, pardon, extensible par ce truc de sacrifice? Oui, mais proposez un titre, vous. L'homme. L'homme sortit sur le perron et examina le temps qu'il faisait. Clair, froid, de la rosée sur le gazon, il boutonna son manteau et enfonça ses mains dans ses poches. Tu vois, toujours ces départs ancrés là, dans la réalité la plus ordinaire. Tu peux prendre tes clés, sortir, là, aller jusqu'à la boulangerie, dire « Wow, le temps est un peu gris et humide ce matin. » T'as jamais rien d'autre pour ancrer le récit chez Philip K. Dick. Il boutonna son manteau, enfonça les mains dans ses poches, tandis qu'il commençait à descendre les marches du perron. Les 2 chenilles qui attendaient près de la boîte aux lettres frémirent de curiosité. Et tout d'un coup, tu vois, à la même époque, justement, nous, on a exactement la même chose. En même temps, chez Henri Michaud. Ma vie chez les insectes, tu sais, faire l'amour avec une chenille. Là, lui, on n'est pas dans quelque chose comme ça. Le voilà qui part, dit la première. Va faire ton rapport. Et là, on a quitté totalement la réalité ordinaire. Alors que c'est quoi? Une boîte aux lettres, là, devant un pavillon dont a descendu les 3 marches. Je vous ai entendu, dit-il. Et il fit tomber les chenilles du mur, en grattant celui-ci du pied, les poussa sur le ciment et les écrasa. À s'en souvenir pour la fin, dans 20 minutes d'ici.
Puis il descendit rapidement le chemin qui menait à la rue tout en marchant. Il regarda autour de lui. Un oiseau sautillait dans un cerisier. L'œil vif en picorait les fruits. L'homme l'observa. Rien à craindre. Non, rien à craindre des oiseaux. Et un autre petit élément, s'il vous plaît, à mémoriser quelque part, là, dans votre... Prenez le truc à gauche, à droite, en haut, à bas, spatialisez-les dans votre cerveau, parce que il y a besoin de garder tous ces petits éléments minuscules pour la résolution qui va venir. Si vous êtes un lecteur de H.P. Lovecraft, vous êtes familier du processus qui est important, parce que là, vous voyez, moi je fais des digressions, mais... En quoi la nature non digressive de cette littérature américaine de H.P. Lovecraft à Philip K. Dick, c'est quelque chose de quoi nous sommes, nous, totalement séparés dans notre tradition littéraire. Rien à craindre des oiseaux, l'oiseau s'envola, l'homme poursuivit son chemin. Au coin, il frôla une toile d'araignée. Tendu entre les buissons et le poteau téléphonique. Son cœur battit plus fort. Spatialisation. Il se dégagea vivement en faisant des moulinets avec les bras. En repartant, il jeta un regard par-dessus son épaule. L'araignée descendait lentement du buisson pour vérifier les dégâts causés à sa toile. Il était difficile de se faire une opinion sur les araignées. Difficile de savoir exactement. Il aurait fallu plus de faits. Le contact n'était pas encore établi. Spatialisation. 4. Il attendit à l'arrêt de l'autobus, battant de la semelle pour se réchauffer les pieds. L'autobus arriva, il éprouva un plaisir soudain à s'asseoir parmi ces gens qui diffusaient une douce chaleur, ces gens silencieux, le regard perdu dans le vague. Une douce sensation de sécurité l'envahit, tu vois, là. C'est par contre moi ma propre difficulté souvent à ce continent littéraire que je respecte évidemment, mais non, sujet passé simple, parfait, qu'est-ce qu'on aimerait ça dans Lovecraft a un côté mot croisé de syntaxe beaucoup plus malarméenne, tandis que là même tu pourrais le reprendre au présent. L'autobus arrive, un plaisir soudain, s'asseoir parmi ces gens, leur douce chaleur, ces gens silencieux, leur regard perdu dans le vague, une douce sensation de sécurité qui le prend. Je sais pas, tu mets juste 3 petits trucs au présent, tu prends la liberté de jouer une rythmique sur phrase nominale. Et là, j'ai pas la version anglaise, mais souvent quand je lis la langue américaine directe, c'est plutôt cette sensation-là qui me sert de page turner. Il sourit, se détendit, pour la première fois, depuis des jours. Spatialisation 5. L'autobus reprit sa route. Très excité, Tyrmouth agita ses antennes. Tyrmouth, ouais, un nom propre. Tyrmouth agita ses antennes. Tiens, il a des antennes. Tyrmouth, qu'est-ce que c'est ce nom avec des antennes? Tout d'un coup, tu as eu une coupe narrative. Là, on a quitté le narrateur. Eh bien, si vous y tenez, vous n'avez qu'à voter, dit-il, en les dépassant tous rapidement pour gravir le monticule. Tu vois, tout d'un coup, l'indication maintenant, outre le nom propre et antenne, changement d'échelle, juste avec le mot monticule. Mais avant, laissez-moi vous répéter ce que je vous ai déjà dit hier. Mais on sait tout ça, s'impatienta. Là. Allons-y maintenant. Nos plans sont prêts. Qu'est-ce qui nous retient encore? Raison de plus pour que je m'exprime. Tyrmouth regarda les dieux assemblés autour de lui. Les dieux, un Olympe avec des antennes sur un monticule. Et tu vois, là, c'est plus une question de spatialiser. On est dans un autre récit, et c'est précisément parce que tu comprends pas que tu es emmené, que Philip K. Dick nous emmène. La colline tout entière est prête à marcher contre le géant. Pourquoi? Puisque nous savons qu'il ne peut pas communiquer ce qu'il sait à ses semblables. Les vibrations, la langue dont ils se servent, lui interdisent de traduire ou d'exprimer l'idée qu'il se fait de nous et de nos... Interruption. Ne dites pas de bêtises, objecta. Les géants savent très bien communiquer entre eux. Mais on n'a jamais vu de géants divulguer ce qu'ils savaient sur nous.
L'armée s'agita nerveusement. « Puisqu'il en est ainsi, dit Tyrmous, je vous avertis, ce sera en pure perte. Ce géant est inoffensif. Pourquoi consacrer tant de temps et d'efforts à... » Encore une phrase interrompue, tu vois, comme si tu entendais un dialogue, mais que le dialogue n'avait pas les éléments ni pour comprendre à quoi ça se réfère, qui, là, parle, de quoi on parle, puisque le langage, là, n'est plus pris en compte. On a d'autres modes, apparemment, de langage, mais les phrases étant interrompues, tout ça vient comme si toi, tout d'un coup, tu étais forcé d'explorer le sens à tâtons, là, de l'intérieur. Et pourtant, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Eh bien, si c'est comme ça, dit Tyrmous, mais je vous avertis, ce sera en pure perte. Ce géant-là est inoffensif, isolé. Tu vois, le type, là, qui descendait de son perron, tranquille, passe près de la boîte aux lettres, s'en va prendre le bus. Ce géant-là est inoffensif, il est isolé. Là encore, par contre, le mot isolé, hop, spatialisation. 6. Pourquoi consacrer tant de temps et d'efforts? Inoffensif? Mais vous ne comprenez donc pas qu'il sait... Là, la phrase n'est pas interrompue. Qu'il sait, point d'interrogation. Mais qu'il sait quoi? Elle sait ce dont il est question. Mais nous, lecteurs, non. Tyrmous s'éloigna du monticule. Je suis contre la violence inutile. Nous devrions au contraire ménager nos forces. Un jour, nous en aurons besoin. Spatialisation. 7. On vota, et comme il fallait s'y attendre, l'armée s'avéra en faveur de l'expédition contre le géant. Là, tu vois, traduction, l'armée s'avéra en faveur... Bon, j'aurais mis le choix de l'armée... Bon, on s'en fiche. Tyrmous posa un soupir, lissa les plans sur le sol. Voici son emplacement habituel. On peut s'attendre à l'y voir apparaître à la fin de la période. Cela dit, selon mon point de vue, il poursuivit en déroulant des plans sur la terre meuble. Un des dieux se pencha vers son voisin, leurs antennes se touchèrent. Retour du mot antenne. Le géant n'a aucune chance de s'en tirer. En un certain sens, je le plains. Comment s'est-il embarqué dans cette galère? Par accident, sourit l'autre. Vous savez bien qu'ils ont la manie de fourrer leur nez partout. Eh bien, tant pis pour lui. Tchac, on saute une ligne, on revient à la narration principale. C'est juste là, comme un hors-champ. Un travail narratif qui passe par le hors-champ permanent. À vous de comprendre le champ, hors-champ, et de gérer les deux, non pas comme une suite linéaire, mais comme une simultanéité. Et l'espace de la nouvelle, puisqu'il est bref, permet ça. C'était le crépuscule, la rue est obscure, déserte. L'homme avançait sur le trottoir, un journal sous le bras. Il marchait rapidement, jetant des regards ça et là. Il contourna l'arbre, le grand arbre qui poussait en bordure du trottoir et sauta agilement sur la chaussée. Puis il traversa la rue, grimpa sur le trottoir d'en face. Tu vois, les petits déplacements d'échelle là, qui s'installent bizarrement. Minuscule, si on fait pas, c'est seulement à deuxième lecture qu'on repère ce travail précautionneux en amont de changer progressivement de comment on le saisit, le personnage, toujours aussi anonyme, mais on l'a appelé géant avant. Donc le moindre caniveau, le moindre franchissement, qui l'observe maintenant? C'est pas forcément le point de vue neutre objectif qu'on avait au début. Spatialisation, 8. En tournant à l'angle, il se jeta dans la toile d'araignée tendue du buisson au poteau téléphonique, mise en boucle. On reconnaît, c'est la même toile d'araignée, mais elle a été mise en travers de son chemin. Alors lui parvint un bourdonnement métallique et ténu. Guillemets, 3 points. Attendre. Il s'immobilisa. Guillemets, 3 points. Prudent. Intérieur. Attendre. Sa mâchoire se contracta. Le dernier fil cassa sous ses doigts, il poursuivit son chemin. Derrière lui, l'araignée se déplaça sur ce qu'il restait de sa toile pour mieux l'observer. Il jeta un coup d'œil en arrière. « Ah, au diable! Je ne veux pas courir le risque de rester là tout entortillé dans tes fils !» Il continua son chemin, arriva au niveau de son allée, s'y engagea allègrement, évitant les buissons assombris par le crépuscule. Tiens, donc là, tout d'un coup, on baisse les lumières. Spatialisation 9. Une fois sur la véranda, il chercha sa clé, l'introduisit dans la serrure, il hésita. Rentrer. C'était tout de même mieux que d'attendre dehors, surtout la nuit. La nuit, tout devenait tellement plus inquiétant.
Trop de mouvement, là, sous les buissons. Pas bon, tout ça. Il entra. Le tapis s'étendait devant lui comme une mare de ténèbres. De l'autre côté de la pièce, il distingua la forme de la lampe. 4 pas jusqu'à la lampe. Son pied se leva, resta suspendu en l'air. Qu'est-ce qu'elle avait dit, l'araignée? Attendre. Il attendit donc, l'oreille aux aguets, silence. Il sortit son briquet, l'alluma. Un tapis de fourmis s'enfla brusquement, telle une vague. Il fit un bond de côté, ressortit sur le perron. Les fourmis déferlaient sur lui, grattant le plancher dans la pénombre. Et voilà, tu comprends maintenant le hors-champ tout à l'heure, Tirmousse et Lala, les dieux. Il dévala les marches, courut vers le côté de la maison lorsque le flux de fourmis atteignit la véranda. Il ouvrait déjà le robinet de jardin, ramassait le tuyau d'arrosage. Le jet d'eau souleva violemment les fourmis, les projeta en tous sens. L'homme ajusta l'embout et plissa les yeux pour voir ce qui se passait de l'autre côté du voile d'eau. Puis il avança, orientant le jet d'un côté, puis de l'autre. « Maudite bestiole, dit-il, les dents serrées. M'attendre comme ça, à l'intérieur ?» Il avait peur. Jamais encore il ne l'avait quitté chez lui. Malgré le froid, la nuit, la sueur perlait sur son visage. Non, jamais, à part peut-être quelques papillons de nuit, bien sûr, et puis les mouches, mais ces insectes-là battaient des ailes, faisaient du bruit, ils étaient inoffensifs. Tandis qu'un tapis de fourmis, il les arrosa furieusement jusqu'à ce qu'elles rompent les rangs et s'enfuient vers la pelouse sous les buissons, sous la maison. Il s'assit à même le sol de l'allée sans lâcher son tuyau d'arrosage. Il tremblait de la tête aux pieds. Elle prenait vraiment les choses au sérieux. C'était pas une expédition punitive improvisée, mais bel et bien une attaque concertée. Elle l'avait attendu chez lui, un pas de plus, et heureusement qu'il y avait eu cette araignée. Au bout d'un moment, il ferma le robinet, se releva. Plus un bruit, partout le silence. Brusquement, il perçut un bruissement dans le buisson. Un scarabée, quelque chose de noir détala entre ses pieds. Il l'écrasa sous sa chaussure, probablement un messager rapide. Il entra à contre-cœur dans sa maison. Il l'écrasa sous sa chaussure. Ah, vous voyez, on l'avait déjà eu tout à l'heure avec les 2 chenilles. Mémorisation spatiale, 9. Il entra à contre-cœur dans sa maison plongée dans le noir, s'éclairant à la lueur de son briquet. Assis à son bureau, il passa ses doigts sur la surface humide de son pulvérisateur. Un lourd dispositif tout de cuivre et d'acier. 7 heures. Près de lui, la radio jouait en sourdine. Il tendit la main pour changer la lampe de place de façon qu'elle éclaire le plancher à côté du bureau. Il alluma une cigarette. Prit du papier à lettres, un stylo plume, marqua une pause pour réfléchir. Ainsi, elle voulait réellement sa peau? Avec assez de force pour dresser des plans à cet effet? Un désespoir amer déferla sur lui comme un torrent. Voilà, tu as une phrase tout d'un coup, on dirait non, c'est pas du Edgar Poe. Chez Edgar Poe, tu n'aurais pas le désespoir sujet. Mais tout d'un coup, on a une phrase là qui est beaucoup plus dans la sensation et la perception intérieure. Tu vois, c'est extrêmement rare là chez Philip K. Dick. Un désespoir amer, désespoir amer déferla sur lui comme un torrent. Tu vois, le comme, certes, dès que tu es métaphorique, nous, faire attention, parce que si c'est métaphorique, tu peux quitter facilement l'intérêt du texte. Que faire? Ou se réfugier? À qui en parler? Se réfugier, parler. Il serra les poings, se redressa sur son siège. L'araignée se laissa glisser sur le dessus du bureau. « Excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas fait peur ?» L'homme la regarda fixement. « Êtes-vous la même? Celle du coin de la rue, celle qui m'a averti ?» Non, non, ça c'était une autre, une tisseuse. Je suis exclusivement une croqueuse. Regardez mes mandibules. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Oui, moi je croque. L'homme sourit. Tant mieux pour vous. Certes, savez-vous combien nous sommes sur, mettons, un arpent de terre devinez 1 millier peut-être? Non, 2,5 millions. Toutes espèces confondues. Il y a les croqueuses comme moi, les tisseuses, les piqueuses, les meilleures d'entre nous, voyons.
L'araignée réfléchit. Tenez, par exemple, l'espèce que vous appelez veuve noire. Extrêmement précieuse. Une pause, puis seulement il y a un hic. Lequel? Nous avons nos propres problèmes. Les dieux. Les dieux. Oui, ce que vous appelez les fourmis. Voilà, on y est. Attention, on a encore une grosse page à lire. Mémorisation spatiale. 10, là, mets-la sous le menton. Ah, tiens, rétrospectivement, tu vas interpréter maintenant ce hors-champ. Tim, Tirmousse, là, le petit monticule, les antennes. Les fourmis. Oui, ce que vous appelez les fourmis. Les dirigeantes. Tout d'un coup, un mot beaucoup plus abstrait, conceptuel. Spatialisation. 11 dans l'oreille. Figure qui pourrait qui n'est pas une métaphore, justement. Là, on n'a pas comme un torrent, non, c'est les dirigeantes. Et tout d'un coup, c'est l'appel à un mode d'interprétation du langage qui, pour nous, est lié aux questions de pouvoir, par exemple, ou d'énoncé politique du pouvoir. Philippe K. Dick, on continue. Les dirigeantes, elles sont bien au-dessus de nous, privilégiées, un goût répugnant. Le pouvoir, tu le sais, parce que ça a mauvais goût quand tu le manges. C'est ça, les nuances. C'est une littérature de nuances, les nouvelles, chez Philippe K. Dick. De quoi vous rendre malade. Nous sommes obligés de les abandonner aux oiseaux. L'homme se leva. Les oiseaux aussi? Eh, ma foi, nous avons un arrangement avec eux. Cela dure depuis une éternité. Je vais vous raconter toute l'histoire. Nous avons encore un peu de temps. Je vais vous raconter toute l'histoire, nous avons encore un peu de temps. C'est-à-dire qu'avec juste le « un peu », attention, là il nous reste une petite page, ouais mais un peu de temps, ça veut dire qu'il y a une conclusion. Tout d'un coup on amorce le compte à rebours. Spatialisation, 12, mets-la par où tu veux. Le cœur de l'homme se serra. 2 temps, que voulez-vous dire par là? Oh rien, quelques ennuis se préparent, si j'ai bien compris. Laissez-moi vous exposer le contexte. Je ne crois pas que vous soyez au courant. Ça tombe bien, nous non plus. Allez, je vous écoute. L'homme se leva, se mit à arpenter la pièce. L'araignée. Il y a 1 milliard d'années environ, il, au pluriel, contrôlait parfaitement la Terre. Car voyez-vous, les hommes sont venus d'une autre planète. Laquelle? Je l'ignore. Tiens, encore un thème Lovecraftien qu'elle a. Toujours est-il qu'ils ont débarqué et ont trouvé la terre bien cultivée par eux. Alors je ne sais pas si en anglais ce jeu, parce que les fourmis pour nous c'est catégorie féminine, elles contrôlaient parfaitement la terre, ont trouvé la terre bien cultivée par elles. Et, alors, je ne sais pas si c'est en anglais vous avez hands. Est-ce que moi en traduisant, j'aurais pas transféré le masculin au féminin? J'en sais rien. Et en tout cas, peut-être que justement là, Hélène Collomb et la traduction originale anonyme ont voulu, peut-être qu'il y a quelque chose dans l'anglais qui fait qu'on utilise un autre. Je ne sais pas, j'ai pas la langue, je vais aller le voir, je vais aller chercher ça. Toujours est-il qu'ils ont débarqué, ont trouvé la terre bien cultivée par eux, le eux étant les fourmis. Alors il y a eu la guerre, l'homme. Alors ce sont nous, les envahisseurs? Eh oui, dit l'araignée. Cette guerre a réduit les 2 adversaires à la barbarie, aussi bien eux, 3e fois, que vous. Vous avez oublié toute notion de stratégie. Quant à eux, ils ont dégénéré en fractions sociales distinctes, fourmis, termites, etc. L'homme, je vois. L'araignée, nous avons été créés par les derniers représentants de notre espèce, à savoir encore toute l'histoire. Nous avons été élevés... L'araignée gloussa à sa manière, élevée quelque part afin de servir une noble cause. Nous les empêchons de se répandre outre mesure. Savez-vous comment ils nous appellent? Les mangeuses. Plutôt désagréable, vous ne trouvez pas? Il faudrait le lire autrement. Et savez-vous comment ils nous appellent? Les mangeuses. Plutôt désagréable, vous ne trouvez pas? 2 autres araignées descendaient sur leur fil, se posèrent sur le bureau, toutes 3 se regroupèrent pour se concerter. Petite inflexion, on va quitter le mode là, de la confidence, on doit être à l'inflexion 13, là, et marche en avant de la nouvelle.
La situation est plus grave que je ne pensais, dit la croqueuse sur un ton badin. Il est vrai que je ne possédais pas tous les tenants et aboutissants. La piqueuse ici présente, la veuve noire s'approcha du bord de la table. Géant! Là où, tout d'un coup, c'est l'araignée qui débarque, qui appelle l'homme. Géant. Et donc le mot qu'on avait vu apparaître dans le hors-champ, ce géant est inoffensif, isolé. Et bien là, tout d'un coup, on raccroche. Mémorisation 14. Géant, puis y a-t-elle une petite voix métallique? J'aimerais vous parler. Ben, allez-y. Il va y avoir du grabuge ici. Ils arrivent. Ils arrivent et ils se dirigent. Ils sont des milliers. Nous pouvons rester un moment avec vous, jouer notre rôle. Je vois, dit l'homme. Et ça fait 2 fois qu'il dit « je vois ». C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose que nous, lecteurs, on a du mal à comprendre, lui, il dit « je vois ». Qu'est-ce qu'il voit? On ne sait pas. Il hoche à la tête, s'humecta les lèvres, puis passa ses doigts tremblants dans ses cheveux. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois ta peur intérieure. Si tu vois ta peur intérieure, elle a encore filiation Lovecraft-K. Ce socle de la peur intérieure devient un passage. Croyez-vous, c'est-à-dire, c'est quoi mes chances? Bon, tout d'un coup, spatialisation, mémorisation, 15, ça devient tout nu. On a tout oublié le contexte, on a tout oublié la narration. Peur, c'est quoi mes chances? Vos chances? La piqueuse ondula pensivement. Ma foi, il y a bien longtemps que nous faisons ce travail, presque 1 million d'années. Je crois que nous avons l'avantage sur eux, malgré quelques replis passagers. Nos accords avec les oiseaux et naturellement avec les crapauds. J'aime pas manger de fourmis parce que ça a un mauvais goût. C'est arrogante. Mais les oiseaux, les crapauds, ils font leur boulot. Je crois que nous pourrons vous sauver. Tu vois, ce jeu sur le pronom, là, le « il » anonyme là, attribué aux fourmis, avec cette nuance que moi j'aurais gardé en traduction, un L pour le jouer plus en opposition du narrateur, mais j'ai pas tous les éléments. Tout d'un coup, voilà le « vous ». Or, le « vous » en anglais, il est exactement comme justement là. La même ambivalence vient du vouvoiement en français. Si on dit « vous », c'est l'individu à qui vous vous adressez ou l'individu en tant qu'espèce. Spatialisation, mémorisation, point 16. Vous, il ne reste plus que 10 lignes. Rassurez-vous, ou au contraire, fin de pouvoir se rassurer. Presque 1 million d'années, je crois que nous avons l'avantage sur eux, malgré quelques replis passagers. On a nos accords avec les oiseaux, et naturellement avec les crapauds. Je crois que nous pourrons vous sauver, plaça gaiement la croqueuse. En fait, nous attendons toujours avec impatience ce genre d'événement. Événement, mémorisation 18. Sous les lames du parquet, on entendit tout à coup un grattement lointain. Le bruit d'une multitude de pattes et d'ailes vibrant doucement dans les profondeurs du plancher. L'homme l'entendit, parut s'affaisser. Vous en êtes sûr? Vous croyez vraiment pouvoir réussir? Il essuya la sueur autour de sa bouche et s'empara de son pulvérisateur, prêtant toujours l'oreille. Le son s'amplifiait. Et là aussi, souvent chez H.P. Lovecraft, il y a un moment donné, l'image serait insuffisante. Tu vois, dans Montagne de la folie, ne me dites pas Montagne hallucinée, hein, ça vaut, je vous veux plus là. At the Mountains of Madness, à la fin, quand tout d'un coup, il y a ce surgissement du monstre, il n'a plus qu'une image, et ce n'est plus une image visuelle, on passe à l'univers auditif, avec un bruit comme l'arrivée d'un métro dans une station à Boston. Quelque chose de très concret pour H.P. Lovecraft. Et là, on passe aussi à l'univers auditif. En fait, dit l'araignée, nous attendons toujours avec impatience ce genre d'événement. Et ce que dit l'araignée, c'est que, quel que soit l'événement, elle est juste là pour assister au spectacle. Sous les lames du parquet, on entendit tout à coup
un grattement lointain, le bruit d'une multitude de pattes et d'ailes vibrant doucement dans les profondeurs du plancher. L'homme l'entendit, parut s'affaisser. « Vous êtes sûr? Vous croyez maintenant pouvoir réussir ?» Il essuya la sueur autour de sa bouche, s'empara de son pulvérisateur, prêtant toujours l'oreille. Le son s'amplifiait, s'enflait sans cesse au-dessous d'eux, sous le parquet. À l'extérieur de la maison, les buissons bruissaient. Quelques phalènes vinrent se heurter aux vitres. Tout alentour, le bourdonnement était de plus en plus fort, plus rageur, plus déterminé. L'homme regarda à sa droite, puis à sa gauche. « Vous êtes certaine d'y arriver ?» chuchota-t-il. « Vous allez vraiment me sauver ?» Tout d'un coup, comme la question emporte tout. « Oh, répondit la piqueuse, embarrassée, c'est pas ce que je voulais dire. Je parlais de votre espèce, non pas de vous. En tant qu'individu. » L'homme la regarda, bouche bée. Les trois mangeuses s'agitèrent mal à l'aise. Les phalènes continuaient de frapper le carreau. Sous lui, le plancher commença à bouger, à s'affaisser légèrement. « Je vois, fit-il. Je suis désolé. J'avais mal compris. » Fin. L'homme sacrifié. La question du sacrifié n'est pas expandable, pas amené par Philip K. Dick lui-même, mais c'est un sacré inducteur pour attraper l'histoire dans cette marche en avant, dans son hors-champ, dans cette situation totalement fantastique. Bon, non, petites araignées, j'en vois là, moi. Au plafond, faudrait que j'y aille aussi. Discuter avec elle. Philip K. Dick, 1952, L'homme sacrifié.